Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Préparez-vous à plonger dans l'univers captivant d'une championne qui a su conjuguer passion, ténacité et réussite à chaque foulée. Dans cet épisode, je reçois Léa Sprunger, ancienne athlète professionnelle, double championne d'Europe et triple olympienne. Elle nous raconte ses débuts inspirés par sa sœur, les défis rencontrés sur la piste, comme courir le 400 mètres haies en 15 foulées. Je lui ai posé la question comment ça se passe, mais aussi les moments qui l'ont poussée à se dépasser mentalement et physiquement. On découvre comment elle réussissait à concilier entraînement intensif et plaisir simple, comme les fameuses pâtes aux crevettes, tout en préparant minutieusement l'après-carrière. Entre anecdotes savoureuses, partage d'expériences et conseils pratiques, Léa nous prouve qu'avec la détermination et une bonne dose d'humour, les limites peuvent être repoussées. Un pas après l'autre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Ma chère invitée, bienvenue. Merci. Ça fait vraiment plaisir, quel honneur de pouvoir recevoir quelqu'un de si prestigieux dans ce studio. Ça me fait super plaisir. J'ai hâte de passer ce moment avec toi. Ah, c'est génial. Pour les personnes qui n'ont malheureusement que l'audio, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens? Alors, je suis Léa Sprunger. J'étais athlète professionnelle jusqu'à 2021. Je suis double championne d'Europe. J'ai été 3 fois aux Jeux Olympiques. J'ai fait de l'athlétisme et puis je viens du canton de Vaud, de Gingin. Gingin, exactement. Et là, actuellement, on est à Fribourg. Tu vis à Fribourg ou tu travailles uniquement à Fribourg? Je travaille à Fribourg. Et c'est quand que tu déménages dans cette merveilleuse ville? Bientôt. Ah, sérieusement? Oui, je pense. Ah, excellent, super. Je disais ça pour te vanner. Moi qui suis pas un initié de la distance, qu'est-ce que ça représente de courir le 400 mètres en 15 foulées? Ça veut dire quoi? C'est surtout sur le 400 mètres où la foulée est super importante parce qu'on a ces obstacles qui sont fixes. Donc, il y a 35 mètres entre chacun des 10 obstacles qu'on a sur la piste. Et puis, c'est super important d'avoir le bon rythme. Et puis, la foulée va dépendre de son style de course, de sa taille, etc. Et moi, comme je suis une athlète qui est très grande avec des très longues jambes, j'étais capable de finir en 15 et je commençais même en 14 foulées. Donc, ça me permettait pour moi, c'était mon rythme de course dans lequel je me sentais le plus à l'aise et puis j'arrivais à montrer ce que j'étais capable de faire. Donc, c'est un avantage pour autant que tu saches en tirer parti au niveau de ton entraînement, j'imagine. Oui, puis c'est des années d'entraînement. Enfin, le schéma de course, il évolue aussi en fonction de la saison parfois. Est-ce qu'on est au début ou à la fin, en fonction des années, de différentes choses. Donc, c'est énormément de fine-tuning tout au long de la saison et d'une carrière. Mais c'est un des éléments les plus importants et les plus intéressants du 400 mètres, ouais. Work hard in silence, let success make the noise. C'est une citation qu'on voit en grand sur ton site internet quand on arrive sur ta page. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'était vraiment mon leitmotiv, c'est ça qui a guidé toute ma carrière. J'étais une athlète qui adorait l'entraînement, presque des fois plus que la compétition. Et puis pour moi, c'était toujours important de me dire, en fait, tu travailles, tu réfléchis pas forcément trop au but final, mais tu travailles dur et puis un jour ça payera. Puis c'est comme ça qu'on entendra parler de moi et puis que je marquerai l'histoire de l'athlétisme en Suisse et non pas à travers d'autres actions qu'on peut avoir. Surtout maintenant, on voit beaucoup avec les réseaux sociaux. C'était pas ma volonté pour la mienne et du coup, c'était ça. J'aimais travailler et c'était comme ça que je voulais briller par la suite. C'est exactement là où je voulais en venir parce que maintenant, on est un peu dans l'immédiateté. Tu arrives à garder l'attention des gens environ 5 secondes. Donc, est-ce que tu t'imaginerais avoir la même carrière aujourd'hui, justement, en partant du principe que tu n'as peut-être que quelques minutes ou que quelques compétitions pour convaincre? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu arriveras à avoir la même carrière patiemment, étape par étape?
Oui, je pense parce que bah on peut, même si ça prend du temps d'arriver tout en haut, on peut quand même en très peu de secondes prendre le public avec soi, les fans avec soi, parce que bah, c'est même avec cette motivation et ce leitmotiv là, on peut raconter plein de choses. Qu'en fait, voilà, il suffit de travailler et puis de montrer ce qu'on est capable de faire à l'entraînement, ce qu'on fait tous les jours, de pouvoir le partager, et puis montrer que bah, peut-être c'est accessible à plus de gens que ce que les gens pensent, ou bien ça peut voilà, donner une motivation à d'autres athlètes, c'est important. Et je pense que l'athlétisme, en tout cas ma discipline à moi, elle se prête bien à cette nouvelle société dans laquelle on vit, où effectivement on veut tout consommer maintenant et rapidement et en très peu de temps. Mhm. Ton parcours sportif sur un célèbre site internet que je ne citerai pas, j'ai trouvé un nombre incalculable de citations sur toi. Tu es très très populaire. Donc si tu tapes Lerchponger, Attention. ça, t'arrives à trouver des informations, mais à une vitesse grand V. Donc je me suis contenté de quelques sites internet parce qu'effectivement sinon on trouve de tout et n'importe quoi. On lit que tu as débuté le sport et l'athlétisme sur incitation, encouragement de tes parents. Oui, oui, c'est vrai. Et puis de ma grande sœur, j'ai suivi les traces de ma grande sœur Hélène. Mais c'est vrai que j'ai eu une enfance très sportive, et puis le sport a bercé mes journées. On est quatre enfants, donc j'ai deux sœurs et un frère, même si les gens croient qu'on est que deux. Non, non, on a toujours été quatre, et on était tout le temps dehors à jouer, à faire du sport ensemble. Et puis pour mes parents, c'était très important qu'on fasse une activité physique. Donc on a tous fait de la gym parce que c'était ce qu'on avait dans notre village à Gingin. Et puis mon frère est parti dans le foot, et puis moi j'ai suivi les traces de ma grande sœur qui faisait de l'athlétisme. Mhm. C'était une évidence justement de suivre les pas de ta sœur ou est-ce que t'as tenté d'autres choses avant de t'orienter vers l'athlé? Non, j'ai tenté une année le basket parce que bah je fais plus d'un mètre 80, donc on m'a dit allez, va faire du basket, t'es grande. Premier entraînement, je me suis pété une dent, et j'ai pas trouvé ça très cool en fait comme comme sport. Donc j'ai fait une saison complète quand même, parce que bah, aussi une des valeurs de mes parents, c'est que si je commence quelque chose, il faut le terminer. Donc j'ai dû terminer cette saison. Donc j'adorais la compétition, je détestais les entraînements. Euh, et puis ensuite, ben, j'ai fait de l'athlétisme parce que effectivement ma sœur était déjà au club, et puis c'était assez pratique pour mes parents aussi d'avoir les enfants au même endroit. Et puis en fait, mon entraîneur de club est très fort pour amener le jeu dans un sport qui n'est absolument pas fun, qui est l'athlétisme. Et j'ai croché et j'ai adoré ça. Mhm. Et c'était aussi des personnes sportives ou pas forcément? Qui ça? Tes parents? Mes parents. Oui, oui, oui. Alors, ils n'ont pas fait du sport de haut niveau. Mon papa il a joué au foot beaucoup. Il a beaucoup, beaucoup entraîné après euh, les jeunes. C'était un très bon entraîneur, un très bon pédagogue. Et ma maman, moins. Elle n'a pas fait beaucoup de sport. Mais après, voilà, on a toujours été dehors et actifs et en mouvement. Et la question qui fâche peut-être, bon, toi t'as l'avantage d'être présente, c'est qui la meilleure entre Hélène et toi? Ça dépend des domaines. Excellente réponse. Excellente réponse pour éviter de se fâcher. Avec sa Exact. grande sœur en plus. Même si on sait tous les deux qui dirait quoi. Mais bref, c'est un détail. Vous avez eu la chance de participer aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 ensemble. Mhm. J'imagine que participer à des Jeux Olympiques, c'est déjà une expérience en soi. Mais on se dit toujours, si seulement tu pouvais être là pour voir ça, pour sentir ça, pour ressentir ce que je ressens, et là, tu as pu le vivre avec ta sœur, qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est une chance énorme en fait. On a vécu Londres en 2012, mais Rio en 2016 aussi. On était les deux ensemble. Et ce qui est aussi très beau dans cette histoire, c'est qu'en fait, on a fait à Londres, on a fait le relais ensemble. C'est même Hélène qui me passait le témoin. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'unique, de pouvoir partager ses émotions en famille, parce que voilà, on se dit plus de choses, on partage plus, enfin, les choses un petit peu différemment que ses collègues d'entraînement seulement. Et puis pour toute la famille, je pense que c'était aussi quelque chose de très spécial, parce qu'on avait les deux cet objectif-là en 2012 d'aller à Londres. Et ça aurait été juste horrible qu'une des deux seulement réussisse et pas l'autre. Donc je pense que pour ouais, la famille, mes parents surtout, c'était un soulagement
de nous voir les deux au départ à Londres. Effectivement, au moins une fois, comme ça, il n'y a pas de chamaillerie. Exactement. C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Si on revient à nouveau à ton palmarès, qui est extrêmement impressionnant, je trouve que tu fais preuve d'une telle modestie sur ton site internet où tu mentionnes championne d'Europe 400 mètres haies en 2018, championne d'Europe 400 mètres indoor en 2019, double finaliste mondial 5e et 4e, triple olympienne et détentrice du record de Suisse 400 mètres et 400 mètres haies. Et quand on regarde... Ça claque, en fait. Ça claque. Et quand on regarde ce célèbre site internet, on se rend compte qu'en fait, il y a un bouquin de ton palmarès sportif. C'était vraiment 2018-2019, ces années-là où, pour toi, c'était l'apogée de ta carrière. Oui, je pense que 2016, avec les Jeux de Rio, où je me suis pris vraiment une grosse claque. Faut savoir qu'en 2016, j'ai fait la médaille de bronze au championnat d'Europe. Ensuite, j'ai pris une énorme claque aux Jeux de Rio. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic et c'est allé que vers le haut. J'ai commencé à travailler avec une coach mentale aussi, qui a beaucoup aidé. Ça a pris du temps. La saison indoor 2017 était encore pas incroyable, mais après ça, c'est que monter en puissance. Et puis mon premier gros vrai résultat, c'était en 2017 où je fais 5e des championnats du monde. Et après, oui, effectivement, en 2018, le titre de championne d'Europe. Et puis après, ça a continué sur cette lancée-là. Euh, et puis, on a terminé assez correctement, on dira, avec ce dernier résultat à Tokyo en 2021, avec une contre-performance parce que je voulais rentrer en finale des Jeux Olympiques, mais je savais aussi le chemin qu'il fallait pour y arriver. Et la place que j'ai faite, je crois que je termine 11e finalement. Au vu de ce qui s'était passé les quelques mois avant avec pas mal de blessures, c'était très bien. Mais oui, c'est vrai que depuis 2016 jusqu'à 2017 à 2019, c'était mes belles années. Mhm. Les belles années sportives. Voilà. Sportives. Quand on a une carrière comme la tienne, justement, qui s'étale sur une dizaine d'années, enfin, je dis grossièrement, j'imagine qu'effectivement, il y a la part de succès, mais il y a aussi cette part d'ombre et cette part de désillusion, comme tu en as parlé il y a quelques minutes. Tu as pris un ou une coach mentale en 2016, c'est ça? Mais qu'est-ce que ça fait, justement, de devoir se relever après des difficultés, comme par exemple quand c'est pas ta contre-performance, mais c'est des décisions de règlement. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, je sais pas à quel point c'est encore douloureux, mais quand c'est des notions de la perception personnelle de quelqu'un. C'est vrai que les contre-performances, elles sont toujours difficiles à avaler. Et j'en ai eu plus d'une. Certaines, c'était complètement ma faute. Et effectivement, en 2018, lors des championnats du monde indoor, où je pense que c'était d'ailleurs la saison où j'étais le plus en forme physiquement. J'ai jamais retrouvé ce niveau de fitness par après. J'ai réussi à compenser avec d'autres éléments. Mais c'est vrai que quand je me suis fait disqualifier des championnats du monde indoor en demi-finale, alors que je pense qu'à ce moment-là, j'aurais décroché la médaille mondiale que j'espérais tant. C'est difficile en fait, c'est super frustrant parce que voilà, enfin, en fait, je marche sur la ligne alors que c'est pas autorisé. Mais c'était pour la faire courte, ils ont introduit pour la première fois l'analyse vidéo. Et du coup, en fait, on était plus de 40 athlètes sur 400 mètres à s'être fait disqualifier sur ces championnats. Donc, c'est dur, c'est frustrant. Et en fait, moi, j'ai simplement pris cette frustration avec à l'entraînement pour m'entraîner 2 fois plus dur. Et puis, en fait, après, ça a payé l'été. J'ai enchaîné avec le titre de championne d'Europe. Mais voilà, c'est vrai que c'est des choses qui prennent peut-être où le processus de guérison, on va dire, est complètement différent si c'est par notre faute ou par des éléments externes. Et à ce moment-là, d'ailleurs, sauf erreur, alors je ne sais pas si c'était une coïncidence ou si c'était écrit quelque part, mais il me semble que on voyait souvent sur ton compte Instagram justement Trust the Process. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à voir pour la première fois la citation Let the success make the noise, etc. Donc c'était vraiment le motto où tu t'es dit concentre-toi dans ta bulle et puis travaille, et puis ça finira par payer. Oui, parce que c'était un peu des illusions sur des illusions. Justement,
2016, les jeux compliqués, 2017, indoor compliqué. Donc ouais, très, très dur. Et puis, en fait, je sentais vraiment au fond de moi que j'étais pas arrivée au bout de ce que j'étais capable de faire. Je remarquais à l'entraînement que j'avais des très, très belles choses dans les jambes qui étaient capables de sortir, mais que j'avais encore pas réussi à le mettre sur la piste, vraiment. Et puis, bon, aussi mon entraîneur, il me disait, mais on n'a pas arrivé au bout du processus. Soyons encore un petit peu patients, on va trouver comment assembler toutes ces pièces du puzzle. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu aussi cette métaphore du puzzle, en fait, où chaque course, chaque saison, je venais rajouter une pièce, etc., jusqu'à ce qu'on ait la big picture. Et oui, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience, en fait. Mhm. On est dans un monde où on veut tout de suite, Oui. malheureusement. Et là, on passe un peu de l'autre côté où arrive un moment où il faut tirer la prise. Mhm. Ça faisait combien de temps que tu pensais à ton après-carrière, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché justement cette réflexion où tu t'es dit, bon, maintenant, il faut que je commence à penser à la suite? Euh, alors, j'ai décidé en 2019 que j'arrêterais en 2021, avant le Covid. Euh, Pourquoi cette décision? En fait, généralement, quand on est athlète professionnel, on planifie souvent sur cycle olympique. En athlétisme, c'est quand même le Graal, hein, les Jeux olympiques. Donc, on planifie de 4 ans en 4 ans. Et puis, en 2019, c'était une année très compliquée physiquement. J'ai eu énormément de pépins de santé, même si au final, je fais 4e championnat du monde avec enfin le record suisse. Mais tout le processus avant était très compliqué et très douloureux. Et je me disais, bon, l'année prochaine, les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020, c'est la fin. Je ne me voyais pas encore aller jusqu'à Paris à 34 ans, c'était pas possible. Puis en fait, en arrivant au championnat du monde en 2019, j'ai eu un tel plaisir sur la piste que je me suis dit, mais non, je peux pas m'arrêter maintenant. Donc je me suis dit, bon, je fais encore les Jeux Olympiques, puis après, je fais une année supplémentaire bonus pour, quand je vais en Diamond League à Rome, je reste 2 jours de plus pour manger des pizzas et des pâtes, et puis vraiment profiter de tout ça. Et c'est vrai que Puis pour moi, c'était toujours important de savoir que quand je commençais la saison, j'avais besoin de savoir si c'était la dernière ou pas. Parce que j'avais besoin de dire au revoir à des gens, à des lieux que je savais que j'allais plus jamais revoir. Et du coup, quand j'ai commencé 2020, j'ai dit à mon entraîneur, j'ai dit, en fait, j'arrêterai en 2021. Et après, il y a eu le Covid. Et en fait, c'était la meilleure décision de ma vie parce que les Jeux ont été décalés d'une année. Donc, j'ai pas dû, comme beaucoup de mes collègues et d'entraînement, de compétition, dire, en fait, non, je rajoute encore une année. Moi, j'ai pas eu besoin de ça. Mhm. Et justement, que tu l'as très justement dit, donc tu avais besoin de savoir à quel moment ça serait ta dernière saison. Qu'est-ce que ça fait de se dire que c'est la dernière fois, entre guillemets, que tu vas aller dans un endroit en tant qu'athlète? C'est toujours spécial parce que chaque lieu, chaque stade, il y a des souvenirs et il y a des événements qui se sont passés. Alors, à certains endroits, ça nous tient plus à cœur que d'autres. Par exemple, l'Afrique du Sud, je me suis entraînée depuis 2009. J'allais là-bas 2 à 3 fois par année, toujours dans la même famille, etc. Donc, c'était un peu ma deuxième famille. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir leur dire au revoir, ce que j'ai jamais pu faire vu qu'il y a eu le Covid entre deux. Je suis pas vraiment retournée. Euh, mais oui, d'avoir ces moments, puis en fait, de prendre connaissance, de prendre conscience que c'est la fin, et puis qu'en fait, tout ce qui est en train de se passer, toutes les émotions qu'on est en train de vivre là, elles vont jamais revenir. Mhm. Et pour moi, c'était toujours important, et je pense que ça m'a aidé en fait dans la transition, dans l'après-carrière, parce qu'en fait, je partais en paix. Mhm. Et au niveau de la préparation, quand tu te dis que c'est ta dernière saison, est-ce que tu arrives quand même C'est génial. à rassembler encore ton énergie pour te dire je vais tout donner, ou tu es déjà un peu, comme tu disais, plus vraiment là? Ah non, 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 tu t'es au taquet. C'est en fait, c'était marrant parce que, en fait, à la fin de la dernière saison, en fait, il y a quand même des étapes, la dernière muscu, le dernier entraînement lactique, le dernier échauffement, etc. Autant il y a des choses qui manquent et puis qu'on adore, etc. Mais par exemple, le dernier entraînement lactique, donc c'est vraiment très douloureux et ça fait très très mal et on n'aime pas du tout ça. C'est monstre cool de pouvoir se dire, en fait, C'est c'est le dernier, c'est fini. Donc non, c'est cool. Et je pense que le fait de savoir que c'est la dernière saison, ça m'aide
quelque chose de particulier dans tout ce qu'on entreprend. Mhm. Et toi, tu t'es préparé, alors mentalement, tu savais que c'était ta dernière saison, mais est-ce qu'en tant qu'athlète d'élite, on vous prépare justement à cette après-carrière en vous disant, bah, par exemple, fais un apprentissage, quand tu auras terminé ta carrière, bah, le succès, il sera plus là, donc il va falloir que tu gagnes ta vie. Non, malheureusement, pas trop. Après, je pense que c'est aussi un tout petit peu la faute de l'athlète, peut-être, parce que on a vraiment la tête dans le guidon, puis on se dit, ah, j'aurai le temps, je verrai ça plus tard. Puis surtout, l'après-carrière, elle se prépare pas 3 mois avant la fin, la dernière course. Mais, alors, ça va dans la bonne direction. Il y a des structures, il y a des communautés qui se créent aussi, il y a des associations qui sont là pour venir en aide, mais c'est pas vraiment bien suivi, bien préparé, et en fait, c'est assez dur parce qu'en fait, le jour où on arrête, du jour au lendemain, on n'est plus personne, entre guillemets. Ma fédération suisse, elle m'a pas vraiment demandé après 3 mois, ah, oh, by the way, comment tu vas, etc. Euh, J'attendais pas ça de eux du tout, c'est aucun reproche, mais puis en fait aussi du jour au lendemain, on n'a plus de sponsors Mhm. et on n'a plus d'entrée d'argent, donc ça peut être très difficile, et je comprends en fait que beaucoup d'athlètes partent dans des burn-out. Mhm. Et toi, comment est-ce que tu as géré justement cette après-carrière? Ben, j'ai vraiment profité du fait que je savais que j'avais 2 ans devant moi pour préparer cette transition. Et puis, j'ai aussi un petit peu essayé de comprendre ce que j'aimais, dans quelle direction je voulais partir. J'ai entrepris les premières discussions avec voilà, les personnes avec qui j'avais envie de travailler. Et puis, j'avais aussi un projet avec ma sœur qui nous trottait dans la tête depuis un petit moment, qu'on n'avait jamais mis sur pied parce que moi j'avais pas le temps, et puis c'était pas ma priorité, puis en fait avec le temps, et plus on se rapproche de l'après-carrière, en fait les choses se mettent en place, et puis voilà, puis même si on prépare au mieux, après il y a toujours des petits imprévus, et puis des opportunités qui parfois se présentent au dernier moment, et puis on les prend vite. Mhm. Quand tu parlais de la partie après-carrière, ça me fait penser à une des informations qu'on voit sur ton site internet où tu es présidente d'European Athletics, c'est ça? Alors, De la commission des athlètes de voilà, European Athletics. exactement. Tu es présidente de la commission des athlètes de Enfin, European Athletics. Et dans ce rôle-là, est-ce que tu penses que justement tu peux contribuer à éveiller les sensibilités des athlètes en leur disant, gaffez-vous, une fois que la lumière elle est éteinte, si vous n'avez pas préparé le terrain, il reste rien. oui, c'est une de notre mission. Après, c'est un rôle qui est pas facile parce que c'est premièrement du bénévolat, et il faut trouver le temps vraiment et l'énergie pour faire ça. Euh, et en fait, on a aussi d'autres priorités en tant que commission des athlètes, mais oui, c'est une des choses qu'on discute beaucoup. Je suis aussi membre de la commission des athlètes de World Athletics, euh, où là, il y a peut-être aussi un petit peu plus de moyens et plus de gens impliqués. Euh, et puis, on essaye voilà, de sensibiliser à plein de thématiques pour les athlètes, et essayer de faire évoluer ce monde-là, forcément. Ouais. Mhm. Et maintenant que tu as ce rôle-là, alors j'ai vu qu'il y a quelques mois, tu étais à Paris à l'occasion des Jeux Olympiques Oui. 2024, donc premiers Jeux Olympiques auxquels tu ne participes pas. Tu es dans les coulisses, alors j'imagine que tu as pu manger un peu plus de pasta que de par les autres éditions, mais qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté? C'est spécial. C'était pas mes premiers grands championnats de l'autre côté, mais c'est vrai que c'est spécial. Ça nous permet quand même de garder un pied dans ce monde-là, d'être quand même en contact avec, pour moi, avec European Athletics et World Athletics, d'être en contact avec les athlètes, ce qui est très important. Euh, mais ouais, de rester dans ce milieu, et de vibrer quand même différemment, d'avoir accès aux Jeux Olympiques gratuitement, c'est assez cool aussi, en toute honnêteté. Mais c'est vrai que c'est chouette, et beaucoup de gens me demandent, ah, du coup, est-ce que ça te manque, etc. Puis en fait, non, ça me manque pas du tout. Euh, Ça me fait plaisir en fait de voir les Suisses briller, ou bien mes anciennes collègues d'entraînement décrocher les médailles. C'est assez chouette. Ouais. Mhm. T'as esquissé un peu justement le projet avec ta sœur, dont j'aimerais bien que tu nous parles, mais ta vie elle est rythmée par quoi actuellement?
Par plein de choses et je pense que ça va jamais trop changer. J'aime bien avoir différentes casquettes et puis faire plein de choses. Même mon activité principale, c'est j'ai rejoint Fribourg et Teammate, l'entreprise de Zeki Ayan et je suis responsable d'organiser le Fribourg Track Lab qu'on a eu cette année en 1er septembre au stade Saint-Léonard. Où là on amène justement un nouveau meeting d'athlétisme innovant où on vient tester des nouveaux formats de compétition. Donc ça c'est une des grandes parties de mon emploi du temps. Et puis ensuite comme experte à la RTS, plein de casquettes de bénévolat. Je suis donc passablement d'association comité sur le canton de Vaud. Et puis le projet avec ma sœur qui s'appelle Smooth, qui nous prend un petit 20% et qu'on essaye de faire grandir. Alors, on va décortiquer un peu chacune de ces casquettes-là, sauf celle de l'RTS, ce qui est totalement évident pour tout le monde, ce que tu fais chez eux. Parle-nous un peu de ce Track Lab. Avec grand plaisir. Ça consiste en quoi? Alors, le Track Lab, c'est une compétition d'athlétisme, donc un meeting d'athlétisme international. Et notre vision, notre focus, c'est l'innovation. Donc, on a une compétition par équipe, ce qui se fait pas du tout dans le monde de l'athlétisme. On choisit des capitaines, on a 6 équipes, on choisit des capitaines et le soir avant, on forme ces équipes. Et le classement est fait en fonction du résultat et non pas de la performance. Et il y a l'aspect innovant aussi dans les disciplines individuelles qu'on choisit. Donc, on a 8 disciplines qui sont présentées. Et puis, dans chacune d'entre elles, on vient bousculer les codes de l'athlétisme avec des idées un peu nouvelles. Certaines sont nos idées à nous, organisateurs, et certaines idées viennent de la Fédération internationale World Athletics avec qui on travaille vraiment main dans la main, qui eux doivent aussi venir innover dans leur sport, parce qu'on remarque que notre sport doit évoluer parce que le consommateur apprécie différemment le sport et le consomme différemment. Donc ensemble, on vient tester des nouvelles choses, on regarde ce qui fonctionne pas, et puis voilà. Puis la force de Fribourg Track Lab, c'est qu'en fait, on est capable d'offrir une plateforme internationale avec les meilleurs athlètes du monde qui viennent à Fribourg, et ça va que grandir. Donc c'est vraiment une chouette compétition et un beau projet, ouais. T'aurais aimé, du temps de ta carrière, justement, avoir davantage d'ouverture, parce que j'imagine que les codes du 200 mètres, du 400 mètres, du 400 mètres, c'est extrêmement rigide. On parlait tout à l'heure de règlement et d'interprétation. Donc, est-ce que tu aurais aimé de ton temps, justement, avoir davantage de variations ou plus de challenge d'équipe? Oui, je pense que la compétition par équipe, c'est quelque chose qui m'a manqué. Alors, elle existe d'un point de vue national. Il y a la Coupe d'Europe par équipe, qui est toujours une compétition assez chouette, parce qu'effectivement, on concourt pour... Ah oui, la performance est importante, mais on concourt pour la Suisse. Donc moi, j'aurais adoré participer au Track Lab, et si j'avais pas adoré ça, on serait pas en train de le faire forcément. Mais oui, et puis je trouve que c'est aussi pour les athlètes chouette de pouvoir faire partie d'un laboratoire et puis de pouvoir donner leur avis sur ça c'était une bonne innovation, peut-être qu'on pourrait faire un peu plus comme ça, etc. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'impliquer les athlètes le plus possible dans cette évolution. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé, justement, les petits jeunes, de ces nouveautés? Alors, ils sont pas tous jeunes, hein. On a eu des champions olympiques, des médailles olympiques, donc vraiment des très très gros, des très très bons athlètes. Puis ils ont aimé, ils ont beaucoup aimé l'aspect par équipe. Ça c'était vraiment quelque chose de vraiment vraiment apprécié. Et puis ils ont aimé aussi de pouvoir être challengés sur des nouvelles idées. Certains sont plus on va pas se mentir, hein, certains sont plus communicants que d'autres, et on peut plus travailler avec nous, mais de manière générale, c'était très positif, ouais. Et j'ai l'habitude de le dire, et je le répète encore, Fribourg étant une des plus belles villes du monde. Qu'ont-ils pensé de, justement, cette idée d'organiser ça à Fribourg? T'imagines, vous avez réussi à mettre Fribourg sur la carte pour un max de monde. Ouais, c'est une énorme fierté qu'on a. Enfin, Fribourg est connu mondialement maintenant, en tout cas dans le monde de l'athlétisme. Les gens savent où est Fribourg et ont entendu parler de Fribourg.
Et il y a eu énormément de curiosité aussi autour de cette plateforme qu'on a mise sur place. Et voilà, la Suisse en athlétisme est connue pour Lausanne et pour Zurich. Et maintenant, Fribourg est aussi sur la carte. Et les athlètes ont adoré. Ils ont trouvé le stade magnifique, la ville magnifique, la magnifique cathédrale. Et puis c'était super. Donc, on se réjouit de la deuxième édition. Moi aussi. Tu m'as parlé du projet Smooth avec ta sœur. J'ai passé un peu de temps à écouter les épisodes de podcast. Alors, je me dis forcément que, à chaque fois que j'écoute un épisode de podcast de gens qui ont plus d'expérience que moi, je me dis jamais je vais me lancer dans le coaching parce que j'ai aucune chance. Vous avez la chance d'avoir été olympienne, vous avez l'expérience. Donc, c'est quoi ce projet et qu'est-ce que vous cherchez à apporter justement avec ce coaching podcast? Alors, Smooth, c'est pas que du podcast, c'est plein de choses. Et en fait, la réflexion qu'on a eue derrière Smooth avec ma grande sœur Hélène, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte après nos carrières que quand on rentre dans une vie, la vie normale, moi, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est la façon la plus facile d'expliquer. J'adore ma vie normale. Ouais, mais on adore aussi, mais la vie normale, enfin, nous, on n'avait pas forcément une vie très standard avant. En fait, on se rend compte que, en fait, on n'a pas le temps de faire du sport. Et puis, tout d'un coup, le sport passe en priorité numéro 14. Moi, après ma carrière, Ellen aussi, on a travaillé directement. Ellen est maman de 2 enfants maintenant en bas âge. Donc, le temps nous manque. Et c'est comme ça qu'est né Smooth. On s'est dit, mais en fait, même avec 30, 40 minutes à disposition, on peut faire du sport et on peut se faire du bien pour la tête, pour le corps, etc. Donc, nous, on est capable de trouver en fait les ressources pour bouger de manière simple et efficace, efficiente. Donc, partageons-la en fait avec les gens et c'est comme ça qu'est né Smooth en fait. Et on propose une plateforme où les gens peuvent faire du body workout à la maison avec des hits et ça dure jamais plus que 30, 40 minutes. Et aussi cette touche première qui est la course à pied où on emmène les gens avec nous sur un entraînement d'intervalle training qui est hyper efficace pour progresser en course à pied et qui est souvent laissé de côté parce que les gens ne savent pas comment faire ou ne savent pas par où commencer. Et puis nous, en fait, on enregistre des podcasts et on accompagne le coureur sur la séance d'intervalle training où voilà, les 10 premières minutes d'échauffement, on papote, on raconte un peu des anecdotes ou alors on a des thématiques qu'on approche et puis ensuite on lance l'intervalle training en ayant l'idée, le vœu que certaines personnes y vont même sans la montre parce que c'est nous qui leur disons quand courir, quand marcher, quand courir, etc. Tout en donnant en fait des aspects techniques, mais juste en parlant en fait, regarde loin devant toi, lève un petit peu plus les genoux et en fait en répétant ça et en l'entendant, on corrige sa technique de course et c'est bénéfique pour tout le monde. Donc voilà, c'était très long, mais en gros c'est ça Smooth et on veut juste faire bouger les gens et rendre l'activité physique accessible à tout le monde et leur faire prendre conscience qu'en fait, même avec 40 minutes, c'est mieux de faire quelque chose que de rien faire. Je rejoins totalement cette analyse. Hein. Je fais partie du public cible avec les enfants en bas âge qui n'ont pas de temps pour faire le sport. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai créé mon propre podcast, pour partir à la rencontre d'experts qui savent qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, et puis avoir ces différentes approches-là. Est-ce que vous proposez aussi des entraînements présentiels ou c'est vraiment par voix interposée que vous vous exprimez à vos auditeurs? Non, alors c'est principalement par voie interposée. Après, on fait 2, 3 fois des événements en présentiel où voilà, on propose des week-ends ou des fois on a des collaborations aussi avec des courses à pied. On a eu une collaboration avec une course à pied à Lausanne où là, dans le cadre de ce partenariat, on a eu des entraînements en présentiel. On va aussi dans les entreprises sur les pauses de midi, par exemple. Et puis là, on offre une séance d'intervalle. Et là, du coup, on rencontre les gens. Mais c'est principalement sur notre site, en fait, pour le client, beaucoup par voie orale, mais aussi parce que
en fait, si on est dans cette optique d'avoir très peu de temps, le but, c'est aussi de pouvoir le faire un peu quand on veut, quand on peut. Mais après, il y a aussi des vidéos qui accompagnent. Si on prend le pack course à pied, on a des vidéos explicatives où on a spécifiquement sur comment préparer un intervalle, des exercices spécifiques où là, en fait, on nous voit, mais ouais, c'est pas du présentiel en physique. Ouais. Mhm. Et en tant que championne d'Europe, alors tu sais ce que c'est que de gagner, tu sais ce que c'est que d'être la meilleure et la première. Donc tu as goûté à ce sentiment-là, maintenant tu te lances dans un nouveau business, tu arrives dans un milieu, alors tout le monde dit que c'est toujours saturé, mais pour une raison obscure, il y a toujours quand même quelqu'un qui arrive à arriver et puis à faire le game changer et à passer devant. Donc qu'est-ce que ça fait justement d'être entre guillemets en bas et de devoir faire sa place avec ton projet et devoir convaincre les gens avant justement d'aller au top? Je pense que le processus est le même que quand j'étais athlète. J'ai aussi commencé tout en bas de l'échelle quand j'étais jeune, et puis on gravit les échelons, et le projet Smooth avec ma sœur, pour l'instant c'est un à côté. On est en train de réfléchir justement comment est-ce qu'on peut essayer de le rendre un peu plus grand et que ça nous apporte plus d'opportunités aussi. Euh, Après voilà, c'est toujours cette balance à trouver, mais je pense qu'une de nos forces avec Hélène, c'est notre authenticité. Et puis on sait ce qu'on est d'accord de faire et ce qu'on est d'accord de proposer. Et on sait ce qu'on veut pas et dans quelle direction on veut pas aller. Et je pense que c'est notre force. Après, on est les deux très très nuls au niveau du marketing, parce qu'en fait, on a juste envie que les gens bougent. Donc on est content quand ils bougent. Donc il nous manque peut-être un petit peu cet aspect très business, mais ça s'apprend et c'est ça qui est cool. Mhm. Donc, comme c'est un fil conducteur, il y a toujours une certaine cohérence dans ce que tu dis, pièce par pièce du puzzle, construire le chemin vers le succès. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut y aller pas à pas, puis après ça dépend aussi un peu de son rythme de vie, de ce qui se passe dans nos quotidiens, tant chez Hélène, tant chez moi. Voilà, les choses font qu'avant on avait peut-être moins de temps, maintenant on en a peut-être un petit peu plus. Et puis aussi même dans une année, en été, on est avec nos autres mandats, on n'arrive pas à mettre trop d'énergie dans ce move, mais c'est ok en fait. Et puis on fait ça un peu plus tard. Donc oui, on avance et puis on n'est pas borné, donc on est ouvert d'esprit et on essaye d'évoluer et de répondre à la demande en fait. C'est juste magnifique. En tout cas, je me réjouis de refaire le point dans quelques temps. Je te réinviterai, histoire de voir à quel point le puzzle se sera agrandi J'espère. et de voir quels seront les projets qui te motiveront et puis qui te stimuleront. Merci beaucoup, Léa, d'être venue. Avec plaisir, merci à toi. C'était vraiment chouette cette discussion. Merci. Et puis je te souhaite une très belle soirée. Merci toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.